Petite vidéo de conseil de lecture. Avec un peu d'actu. Oui, alors je vais essayer de faire ça comme d'habitude, sans notes, en faisant appel à ma culture profonde, c'est-à-dire à ce qui reste quand on a tout oublié. Mais d'abord, je voudrais rendre hommage à l'employé de librairie, pour ne pas dire libraire, de la librairie grenobloise, qui s'appelle De Citre, pas facile à prononcer d'ailleurs, qui, je le rappelle, on l'avait relayé sur le site, s'est fait virer de la librairie pour avoir conseillé la lecture de Comprendre l'Empire. J'étais donc dans la librairie, il y a un café, donc moi j'étais responsable du café, un vrai petit bistrot, et on m'avait demandé comme mission de mettre en avant des livres sur les tables pour les clients, voilà, ce que font les libraires un petit peu, et de le faire avec des petites étiquettes, et donc j'avais mis un Nietzsche, j'avais mis un Artaud, et j'avais mis Comprendre l'Empire au milieu. Dans le cadre de vos missions au sein du magasin, vous avez fait la promotion de certains livres à travers les GME que vous avez rédigés et insérés dans ces ouvrages que vous avez sélectionnés. Les GME, c'est les petites étiquettes où tu mets ton petit avis. Donc à cet égard, le 28 juin 2012, un client s'est étonné qu'au sein de l'entreprise, nous fassions la promotion d'un livre politiquement engagé de tendance extrémiste. Un courrier nous a été adressé par ce client dans lequel il s'étonne que notre entreprise fasse la propagande de théories politiques extrémistes à travers des GME écrits par des collaborateurs de la librairie. Nous ne pouvons accepter cette prise de parti de votre part affichée par vos soins dans la librairie et qui porte gravement atteinte à l'image de l'entreprise. Donc voilà, ça vous donne le climat actuel en France. On peut se faire virer quand on est employé de librairie parce qu'on conseille de lire un de mes livres, voilà, qui par ailleurs caracole en tête des ventes et qui a passé les 80 000 exemplaires. Voilà. Donc on l'avait soutenu, on lui avait conseillé d'aller au prud'homme, il l'a fait et il a gagné, parce qu'il y a quand même le droit du travail qui existe encore un peu. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as attaqué au prud'homme? J'ai attaqué au prud'homme au mois de septembre. Qu'est-ce qui a motivé J'ai réfléchi, je me suis dit j'ai pas envie de les laisser gagner, on m'a pas mal incité. Le tribunal, lui, il a relevé la mise en scène, ils disent bien dans la conclusion, on sent bien qu'il y a une mise en scène de cette éjection, il n'y a pas, tu vois, on sent bien que la lettre du type vient 2 jours après la lettre que le directeur a envoyée à la haute direction pour lui dire, enfin voilà, la lettre explique bien qu'ils mettent en place le processus de licenciement. C'est pas spontané, quoi. Non, c'était un bon motif, quoi, c'était un bon... Donc soutien à ce jeune étudiant en philosophie qui était employé de librairie à Grenoble et qui s'est fait virer par la librairie De Citre. Donc je ne commenterai pas quant à cette librairie qui est une chaîne, je crois, et quant à ce qu'on doit en penser. Voilà. Après cet hommage rendu, je voudrais aussi soutenir chaleureusement notre camarade Marion Sigaud, dont nous sommes l'éditeur, et qui vient d'être, là, je dirais, lâchement lâché récemment par Nicolas Dupont-Aignan, de Debout la République. Vous avez des collaborateurs autour de vous qui ont des... Qui sont très bien. Oui, qui sont très liés à Alain Soral. Mais pas du tout. Ah, comment? Ça, c'est de la calomnie. C'est de la calomnie. C'est de la calomnie. Ils n'ont pas été ensemble dans un mouvement. C'est de la calomnie. Ah bon? C'est de la calomnie. Parce que la personne dont vous parlez, je lui ai demandé de choisir et elle est partie de notre mouvement. Il y en a eu une. Donc elle était bien avec vous, voilà. Oui, et quand elle a fait une réunion avec M. Soral, je l'ai immédiatement demandé de partir. Et là, on peut se rendre compte effectivement que son mouvement devrait plutôt s'appeler À genoux la République. Donc je voudrais lui renouveler mon soutien, déplorer ce qui lui arrive et rappeler quand même à Nicolas Dupont-Aignan, c'est dur à dire, c'est que pour une fois c'est Monsieur Aziza qui dit la vérité et Dupont-Aignan qui ment. Vous faites ce que vous voulez. Elle était à DLR. Elle a été à DLR, mais quand elle a été chez Soral, je l'ai enlevée du bureau national. Non, mais si. Et quand je l'ai su, je l'ai enlevée du bureau national. Vous avez mis combien de temps à le savoir? Vous avez mis combien de temps à le savoir? 1 mois. Mais non, c'est pas vrai, ça remonte à des années, ça. Mais des années, mais vous êtes une merde intégrale. D'accord, très bien. Alors, on est deux, alors. Car Dupont-Aignan connaissait non seulement très bien mes liens avec Marion Sigaud depuis des années, son entourage m'a demandé systématiquement de relayer ses interventions télévisées sur le site Égalité Réconciliation, ce que j'ai toujours fait. Et ça j'irait même plus loin, il m'a invité à dîner au restaurant, chaleureusement il y a quelque temps, et la fable comme quoi il aurait découvert que Marion Sigaud me connaissait et lui aurait sommé de choisir est un mensonge. Cette femme était adhérente chez moi, très bonne adhérente,
Elle va un jour à une conférence de Soral, je le vois, je lui dis de quitter ses fonctions, point barre. Mensonge qui répond à une pression et qui prouve que ce monsieur, dès qu'il y a la moindre petite pression de la communauté organisée, se soumet, lâche ses plus fidèles adhérents, parce que Marion Sigaud était une inconditionnelle de Dupont-Aignan. Alors pour me situer également, parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse certainement les abonnés et les sympathisants d'égalité et réconciliation, pour me situer politiquement, je suis depuis la fondation de Debout la République une adhérente et une militante de ce mouvement. J'ai infiniment de respect et d'estime pour Nicolas Dupont-Aignan et j'étais d'ailleurs hier au lancement de sa campagne au théâtre Maribel. Et je suis triste pour Marion Sigaud qui croyait en cet homme et qui voit voilà ce que c'est que finalement qu'un politicien professionnel, quoi. Un type en survie qui a très peu de pouvoir, sûrement pas le pouvoir de changer les choses, et qui se soumet à la moindre injonction du tout-puissant lobbytionniste, dès qu'on lui met un tout petit peu la pression. Voilà. J'ai eu des grands-parents résistants. Je sais ce qu'a été la période de la guerre. Je sais ce qu'a été l'ignominie de la guerre. Et quand quelqu'un veut me salir en m'assimilant à des xénophobes, ça je supporte pas. Et quand il le fait sciemment pour me marginaliser, pour m'amalgamer avec ce que je déteste, c'est-à-dire des idées xénophobes et antisémites, là je réagis. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Par ailleurs, on me reproche régulièrement de ne plus faire assez de vidéos de commentaires d'actualité. Alors, effectivement, je les espace un peu plus qu'avant, ce qui me permet aussi de limiter le nombre de procès, parce que maintenant, systématiquement, on épluche toutes mes vidéos et on m'attaque pratiquement systématiquement, moi, le site, la maison d'édition. Mais j'en referai, ne vous inquiétez pas. Une des raisons pour lesquelles j'en fais moins, c'est que le site Égalité et Réconciliation produit une critique permanente et une analyse permanente de l'actualité, et qu'il n'y a pas besoin finalement de fétichiser le commentaire d'Alain Soral. Si vous voulez savoir ce que je pense en gros de la situation générale, le site Égalité et Réconciliation est là pour vous fournir toutes les informations, toutes les critiques, toutes les analyses. Hein. Je l'ai créé pour ça, il y a une grosse équipe derrière, et c'est pas pour rien qu'on est classé dans les 200 premiers sites de France, tous sites confondus. Voilà, donc pour ceux à qui mes commentaires manquent, qu'ils aillent un peu un peu plus souvent sur le site. Et puis je le dis, méfions-nous du culte de la personnalité, de la fétichisation. On n'a pas besoin de savoir ce que je pense de l'Ukraine pour comprendre ce qui se passe maintenant en Ukraine. Il suffit de regarder sur le site ce que nos camarades relaient comme information, les analyses qu'on produit collectivement. Enfin, il y a quand même une réalité numérique complètement dingue. Il y a des trucs qui existent qui sont extrêmement puissants. Par exemple, du côté d'Alain Soral, on n'aime pas en parler, évidemment, parce que ça nous gêne tous. Mais c'est énorme. Et voilà, ça n'est pas... C'est intéressant par ça ne se voit pas. Alors... Égalité et Réconciliation, c'est un collectif. Je suis un peu le chef d'orchestre, mais pas de culte de la personnalité. Hein. Oh, science infuse. Bon, je vais faire un tout petit commentaire. Le climat actuel, je pense que les gens le voient bien. En politique intérieure, nous avons Finkielkraut à l'Académie et Valls à Matignon. Ce qui veut bien dire une mainmise de plus en plus voyante et puissante du tout-puissant lobbytionniste sur la France, puisqu'on a bien compris que finalement, pour se retrouver rue de Varennes, il fallait passer par le Trocadéro. Car nous ne pouvons pas accepter, au nom même de la mémoire, de la Shoah, au nom même de la mémoire d'Ilan Halimi, au nom même de la mémoire de ce que Mera a tué le 19 mars 2012, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc nous devons résister face à cet antisémitisme. Et que c'était vraiment l'allégeance totale à la domination sioniste qui avait valu à Valls sa promotion, sans à mon avis que le pauvre président de la République ait eu à donner son avis. Hein. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il en a des qualités. Ce sera une équipe resserrée, cohérente et soudée. Comment dire, un gouvernement de combat. Juifs de France, sans vous, la France n'est plus la France. Sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Nous avons besoin de vous. Donc ça vous donne bien, effectivement,
comment marche la France aujourd'hui, quel est le vrai pouvoir et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par république, par démocratie et même par laïcité. Je le dis depuis tellement longtemps que je pense que ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles je le dis moins, parce que je l'ai tellement dit et j'ai tellement raison que ça me fait presque peur. Je veux dire, j'ai presque envie de parler d'autre chose. Donc Valls à Matignon et Finkielkraut à l'Académie. Hein. On commence avec ce nouvel immortel, c'est le philosophe Alain Finkielkraut. Il vient d'être élu à l'Académie française, élection au premier tour, 16 voix sur 28. Sa candidature avait déclenché une polémique, il avait clivé au sein de la vénérable institution. J'ai été reçu en tant que personne, mais je ne suis pas simplement un prénom. J'ai un nom de famille et je porte avec moi tous les miens. Et je suis très ému de les voir, eux, dont certains sont partis en fumée, entrer sous mon nom à l'Académie française. Maintenant, Finkielkraut nous est présenté comme un grand philosophe français. Alain Finkielkraut à l'Académie française, c'est la victoire de la pensée libre contre l'étouffant conformisme. Son élection au premier tour est une bouffée d'air frais. L'Académie française, par contre, on peut discuter s'il en faut une ou pas, elle doit rendre compte de la diversité intellectuelle des Français. Et M. Finkielkraut, à l'évidence, participe de cette diversité avec, on peut le dire, même si on n'est pas de son avis, ce qui est mon cas, un certain talent et une certaine noblesse dans le dire, dans l'écrire. Pour moi, c'est ça la France. C'est un pays où le fils d'un maroquinier rescapé d'Auschwitz peut devenir académicien français, c'est ça. Et c'est ça la culture française telle que Finkielkraut la porte. Je reviendrai tout à l'heure en parlant de Kluskar, à ce que c'est qu'un philosophe. Hein. Et que moi, je viens d'une période pas si ancienne, hein, les années 80, où on faisait encore la différence entre un moraliste néo-réactionnaire et un philosophe authentique. Alain Soral est un antisémite virulent, obsessionnel et animé de manière très classique par un ressentiment sans limite pour des juifs dont il a l'impression qu'ils lui font de l'ombre. Et ce n'est pas tout, il est dégoûtant. Il est aussi important car sa prose vulgaire lui donne accès dans les talk-shows les plus vulgaires. Je peux comprendre le mouvement de pensée qui pousse à agir ainsi. J'ai le même mépris que ces jeunes pour des libraires qui veulent donner une onction culturelle à un auteur de cabinet. Mais qu'est-ce qu'il foutait les mecs dehors, merde, putain. Oui, bah donc, me stresse pas. La différence entre un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui puise son intelligence dans le doute grec, et ce que je qualifierais de talmudiste polonais, hein, c'est-à-dire finalement un religieux déguisé en penseur. C'est la halakha qui dit qu'on est juif, un enfant né d'une mère juive. Donc la religion donne du juif une définition laïque. Un juif, c'est pas quelqu'un qui croit en Dieu. Donc c'est la religion qui a donné, si vous voulez, le coup d'envoi du judaïsme en tant que nation. Hein, voilà. Et dont la boussole est, on l'a bien compris aussi, non pas ce qui est bon pour l'homme, pour l'intelligence et pour le bien de l'humanité, mais ce qui est bon pour Israël, stricto sensu. On ne peut pas critiquer Israël en termes de complot. Là, c'est extrêmement grave. Et on assiste aujourd'hui à une modification de l'antisémitisme. Il n'y a plus d'antisémitisme raciste, c'est vrai. Cela dit, si à chaque fois qu'il arrive quelque chose au Moyen-Orient ou ailleurs, on l'impute systématiquement et automatiquement au service secret israélien, on recrée l'image de la conspiration juive, et cela, c'est extrêmement grave. L'antisémitisme commence quand on voit les sionistes partout, quand justement le sionisme perd sa réalité géographique. Ce n'est plus Israël, ou Israël est en Amérique. L'antisémitisme commence quand on dénonce, avec Dieudonné, la domination sioniste en France, l'occupation sioniste en France. Là, nous sommes en plein antisémitisme. Être juif, pour moi, c'est me sentir impliqué, concerné, compromis parfois par ce que font les autres juifs. C'est un sentiment d'appartenance, d'affiliation. Et dans cette affiliation, il y a, par exemple, le lien torturé à Israël.
Ce qui explique toutes les circonvolutions et toutes les évolutions de Finkielkraut depuis son maoïsme de sa jeunesse jusqu'aujourd'hui à sa position à la fois néo-Front National et anti-Front National, ce qui est quand même... J'éprouve moi aussi cette inquiétude identitaire. Je n'ai pas envie de voir la France tourner d'elle-même la page de la France pour se projeter vers une société post-nationale à laquelle je ne vois pas beaucoup de qualité, mais je me demande qui inspire mon propos, qui guide ma pensée. Ah, je ne crois pas vraiment que ce soit Marine Le Pen. Le FN reste votre ennemi. Je n'ai rien à voir avec le Front National et je regrette en effet qu'un certain nombre de thèmes, un certain nombre de réalités même lui soient abandonnés. Je trouve que c'est absolument déplorable. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'est pas dans la logique aristotélicienne, mais dans le paralogisme talmudique. Hein. Je le dis, ce n'est pas un penseur français, c'est un talmudiste polonais en France. Voilà. C'est de l'humour, hein. J'espère qu'on y a encore un peu droit. Voilà. J'interviens depuis 2 ans maintenant sur une radio juive qui s'appelle Radio Communauté. Alors je me suis posé la question, si je le fais, serais-je devenu communautariste? Je répondrai non. Il se trouve qu'il y a aujourd'hui une communauté de destin des Juifs face à l'antisémitisme, et Hannah Arendt disait, et elle avait raison, quand je suis attaqué comme juive, je ne réagis pas comme membre de l'humanité, je réagis comme juive. C'est ce que j'essaye de faire. Donc ça, c'est pour la politique intérieure, hein. Je le redis, Valls à Matignon, Finki à l'Académie. Et en politique étrangère, en ce moment, il y a la situation ukrainienne. Aucun ne retient ses coups. D'un côté, des manifestants pro-russes, de l'autre, des partisans de Kiev venus protéger un bâtiment officiel qu'ils craignaient de voir tomber aux mains des séparatistes. La police est débordée. Au milieu des jets d'œufs et de farine, elle arrête plusieurs personnes. À l'est du pays, la tension monte. Hier à Slaviansk, c'est même l'armée et les forces spéciales ukrainiennes qui ont mené l'offensive pour déloger les groupes armés pro-russes qui occupent la ville depuis samedi. À Louhansk, c'est la mobilisation générale. Tous les hommes ont été appelés à prêter main forte aux séparatistes. Samedi, ils se sont attaqués à des soldats ukrainiens, faisant 2 blessés. Barrages et barricades sont renforcés. La ville attend de pied ferme les forces loyalistes. À Donetsk, la colère gronde. Devant les bureaux du gouverneur, ces manifestants n'entendent pas pardonner les violences d'Odessa qui ont fait 40 morts hier. Le drapeau ukrainien est brûlé et le bâtiment pris d'assaut. L'Ukraine est bel et bien désormais en situation de guerre. Ce qui peut nous permettre de faire remarquer que l'empire américano-sioniste se sert un peu moins en ce moment de la manipulation djihadique et islamiste radicale dont il a visiblement un peu perdu le contrôle. Le conflit en Syrie semble prendre une nouvelle tournure avec la décision de plusieurs groupes d'insurgés de s'attaquer aux militants d'Al-Qaïda qu'ils accusent d'avoir trahi la révolution. On le voit sur ces images, des affrontements ont éclaté ces derniers jours dans les provinces d'Alep et d'Idlib entre d'un côté des coalitions rebelles et de l'autre le mouvement djihadiste appelé État islamique en Irak et au Levant. Ces djihadistes militent pour l'instauration d'un État islamique en Syrie mais aussi en Irak. Au départ, ces combattants islamistes, organisés et armés, étaient bien vus par les insurgés syriens, faisant cause commune contre le régime de Bachar al-Assad. Une cellule proche d'Al-Qaïda démantelée en Arabie Saoudite. Les autorités ont saisi l'équivalent de 172 000 € et de nombreuses armes. D'après le ministère de l'Intérieur, cette organisation terroriste planifiait des attentats sur le sol saoudien. Elle tentait de remettre sur pied une branche locale d'Al-Qaïda. Les investigations ont montré l'étendue de ce réseau et l'existence de liens avec des éléments radicaux en Syrie et au Yémen, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur. On voit qu'aujourd'hui on nous critique les djihadistes qu'on promouvait la semaine dernière, hein, ce qui prouve aussi les incohérences et plutôt la malhonnêteté et la perversité stratégique de l'Empire. Et on revient de plus en plus, je dirais, à la guerre froide. Il se peut que les Russes tentent d'intimider l'Ukraine, mais il est aussi possible qu'ils aient d'autres projets. Quoi qu'il en soit, pour parvenir à une désescalade et résoudre cette situation, la Russie doit retirer ses troupes et commencer à négocier directement avec le gouvernement ukrainien
et la communauté internationale. Je tiens à rappeler que le Conseil de la Fédération russe a octroyé au président le droit d'utiliser les forces armées en Ukraine. J'espère fortement que je ne serai pas obligé de recourir à ce droit. Les dirigeants russes doivent savoir que s'ils continuent à déstabiliser l'Ukraine et perturber l'élection présidentielle de ce mois de mai, nous adopterons rapidement de nouvelles mesures. Et aujourd'hui, cet acharnement contre les Russes n'a même plus l'excuse de la lutte anticommuniste. Donc c'est vraiment la marche en avant de l'impérialisme américano-sioniste qui essaye effectivement d'imposer son nouvel ordre mondial en écrasant toute résistance multipolaire. Et on voit bien aujourd'hui que l'ennemi à abattre, c'est Poutine, sa vision du monde et la Russie qu'il a réussi à reconstituer. La Douma russe interdit l'adoption par les couples homosexuels et les célibataires étrangers. La loi a obtenu le soutien de 444 des 450 députés. Aucun n'a voté contre. Cette loi vise notamment les personnes de même sexe dont l'union est reconnue comme un mariage dans certains États. On savait très bien que M. Poutine était, comment dirais-je, un disciple du KGB, que la politique de force, c'était pas un... Il a une vision en plus. Il a une vision. Oui, il a une vision assez simple et très brutale, mais il a une vision. Bon. Vladimir Poutine s'est retiré du monde quelques jours entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai pour se rendre dans un haut lieu de la spiritualité orthodoxe, le monastère de Valaam. C'est dans ce lieu magique, proche de la frontière finlandaise, que le président russe a choisi de se rendre régulièrement et ainsi d'écouter les conseils des moines dans ce qu'il considère comme une bataille entre la Russie chrétienne et les forces diaboliques qui se sont emparées de l'Occident. Mais je crois que la situation est très grave, extrêmement grave. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on ne sait pas jusqu'où exactement Poutine veut aller. Au fond, parce qu'il faut se rappeler qu'il veut la Grande Russie, c'est clair, et les idéologues qui sont autour de lui veulent la Grande Russie, comme Hitler voulait la Grande Allemagne, hein, ça, voilà. Et que ce qui légitime un peu plus notre soutien à ce résistant fondamental. Et là, je ferai une petite remarque pour Pierre Hillard. Récemment, un diplomate américain de premier plan a bien dit que Poutine, par sa résistance à l'opération, je dirais, ukrainienne, avait trahi le nouvel ordre mondial. L'annexion par la Russie de la Crimée semble signifier la fin d'une période de 25 ans, dont la marque fut un effort pour amener la Russie à un alignement accru sur les objectifs et traditions euro-atlantiques. L'adhésion de la Russie au nouvel ordre mondial, bien que problématique, a été l'une des grandes réalisations de l'après-guerre froide. Les Américains doivent comprendre que le défi auquel ils sont confrontés est celui d'une Russie qui n'est plus intéressée par ce que l'Occident lui a offert ces 25 dernières années. La fin du nouvel ordre mondial, Christopher Hill, 21 avril 2014. Donc nous nous en réjouissons, et effectivement ça justifie qu'on ait placé un peu nos espoirs dans Poutine. Effectivement, il trahit le nouvel ordre mondial, et tant mieux. Voilà. Donc sur l'Ukraine, si vous voulez creuser un peu plus, vous allez sur le site, mais je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Well, we have this apparatus of the color revolutions. We have the United States AID. We have the National Endowment for Democracy. And they've sunk $5 billion into essentially fomenting fascism in Ukraine, which is what Madame Nuland has told us. So they've invested $5 billion. They would like to loot the Black Earth region of Ukraine. They would like to asset strip the coal and steel potential we have at Krivoy Rog and Donetsk and the Donbass region in general. They'd also like, or they would have liked, to eject Russia from the Black Sea. Si Poutine masse des troupes aux frontières, c'est aussi parce qu'il y a des vols de l'OTAN au-dessus des pays baltes, parce que l'Ukraine, le gouvernement de Kiev, envoie à l'est des troupes pour réprimer une population civile. Donc des deux côtés, si vous voulez, il y a des gesticulations. If, by Allah's kindness, Putin had not intervened and been so spectacularly successful, this is what the plan would have been. The new government in Ukraine would have joined NATO, and Russia could not stop it. And when the new government in Ukraine joined NATO, NATO will then send its armed forces into Ukraine. It could include nuclear weapons.
then Ukraine will pick a fight with Russia and decide that Russia must now vacate Crimea. Shut down your naval base. The rope is now tightened around your neck. Russia has to put its tail between its legs and withdraw its fleet, Black Sea Fleet, from Crimea. Russia is no longer a naval power. Crick crack, you finish, and Israel will celebrate. That was the master plan. Et surtout, vous pouvez constater, ça me rappelle un peu la période de la dislocation de la Yougoslavie et du passage de l'ex-Yougoslavie sous tutelle américaine et allemande, c'est-à-dire occidentale, après l'effondrement de l'URSS. C'était il y a 1 an, presque jour pour jour. Même s'il y avait des morts, personne en Europe ne mesurait encore la gravité de ces combats. Ils avaient lieu en Slovénie, près de Maribor et de Ljubljana, des noms que la plupart des Européens entendaient pour la première fois. L'enjeu de la bataille, la Slovénie et la Croatie, 2 républiques yougoslaves, venaient de déclarer unilatéralement leur indépendance. L'État yougoslave intervenait militairement pour empêcher la sécession. C'est ainsi du moins que l'Europe interpréta le début de ce qui allait devenir la plus grande guerre civile de cette fin de siècle. À l'époque, les mêmes guignols qu'aujourd'hui, à savoir Kouchner, Bernard-Henri Lévy, s'étaient appuyés sur les néo-nazis croates et kosovars contre les anti-nazis serbes. Car le contentieux entre Serbes et Croates est très ancien. La Yougoslavie avait été créée en 1918 par le démantèlement de 2 empires, l'Autriche-Hongrie et la Turquie. On en avait confié la direction aux nationalistes serbes qui étaient alliés de la France et du Royaume-Uni. Les Croates avaient protesté et s'étaient associés aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. 700 000 Serbes avaient été exécutés dans des camps de concentration croates. Des dizaines de milliers de Serbes sont chassés, tués ou emprisonnés. Les Croates antifascistes sont incarcérés. Se pliant aux souhaits de l'Allemagne, les Oustachis visent aussi les Tziganes et les Juifs. En février 1943, Hitler ordonne la création d'une nouvelle division SS en Bosnie. Les officiers de Himmler lancent une campagne de recrutement parmi les Bosniaques. Amin al-Husseini participe à la création de la division musulmane SS Handschar, appelée ainsi en référence à une épée orientale. À cette occasion, les nazis inventent le néologisme de musul-germain. Donc ils n'hésitent jamais à mentir et à utiliser n'importe qui pour arriver à leur fin. 22 heures au Bourget, arrivée de l'avion en provenance de Riyad, un avion spécial affrété par l'Arabie Saoudite. Le président bosniaque rentre d'un pèlerinage à la Mecque. Mais ce soir, Alija Izetbegović est l'invité de Bernard-Henri Lévy et de ses amis, ceux qui projettent de présenter la liste « L'Europe commence à Sarajevo ». Il vient donc remercier les Français qui se mobilisent pour la Bosnie. Ou bien l'Occident décide enfin de ses frappes aériennes, ou bien l'Occident lève l'embargo sur les armes à destination de la Bosnie. Et aujourd'hui, on a bien les mêmes qui appuient derrière les néo-nazis ukrainiens. La mémoire noble de l'Europe, les vertus de résistance qui sont le génie de l'Europe, c'est ici sur le Maïdan qu'il se trouvait. Et le national-socialisme, le fascisme, l'antisémitisme étaient du côté des Berkout et de Yanukovych. C'est pas très compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda à Liberté, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. Le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Il était avec les Iraniens. Pourquoi ? Parce qu'il a gentiment déclaré, ce monsieur, qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine. Il fallait s'attaquer à la mafia juive moscovite. En 2005, il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée. Mais bien sûr qu'il y a un parti ultranationaliste qui s'appelle Svoboda, qui fait partie de cette opposition. Mais est-ce que vous savez combien
pèse le parti Svoboda en Ukraine? Je répète que le tiers du gouvernement actuel ukrainien est composé de ces personnes-là, de ces néo-nazis, donc, qui ont été rencontrés, qui discutent avec Catherine Ashton, dont on parlait tout à l'heure. On trouve ça normal. J'en ai marre d'entendre les grincheux et les pisse-froids. Dès que quelque chose va dans le bon sens, ils ne voient que le mauvais côté des choses. Ce qui prouve bien que on peut faire la même analyse pour les années 30 et la montée du nazisme. Hein. Les dominateurs, je dirais, impérialo-sionistes, ne sont pas du tout gênés de collaborer avec des nazis quand ça les arrange et que ça peut correspondre momentanément et tactiquement à leur vue. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 3 semaines? On voit Laurent Fabius qui le rencontre et qui négocie avec... Mais c'est quoi ce délire? C'est ça nos valeurs au niveau de l'Union européenne? Voilà. Donc ça aussi, je le rappelle, pour ces gens qui nous donnent en permanence des leçons de morale et qui ne sont plus que sur la moraline, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de concept. Il n'y a plus que de la morale et du comment dirais-je, de l'invective et de l'anathème. On parle de haine. Toute la journée, on a des ministres aujourd'hui dont la dialectique, dont le discours intellectuel, c'est la lutte contre la haine. Là, il s'agit de haine. De haine. De haine, cette haine de haine. Ce message de haine sont des mots de haine. Face à cette haine déversée. Avant, on parlait de nihilisme, ce qui était déjà très faible comme concept. C'était un concept, je dirais, néo-freudien appliqué à la politique. C'était l'époque Adler. On est encore descendu d'un cran en passant du nihilisme à la haine. N'écoutez pas ceux qui veulent semer la division et la haine dans les écoles. Nous avons vu en Norvège ce que cela donne quand on attise la haine. L'antisémitisme, ça n'est pas une opinion, ça n'est pas même un esprit antisystème. C'est de la haine. C'est la haine, c'est un projet de haine. Dieudonné n'est pas un mec qui fait rire. C'est un mec qui joue avec le rire pour passer des idées de haine. Aujourd'hui, la politique se résume à lutter contre la haine et au nom de ça, à nous imposer une dictature communautaire et à bafouer tous les principes, je dirais, républicains et finalement à nous faire tomber progressivement au nom de la lutte contre la haine, dans une dictature, puisqu'on voit bien que toutes les libertés fondamentales, libertés de réunion, sont bafouées progressivement et qu'aujourd'hui, on en est à l'interdiction préventive. Le Congrès européen de la dissidence, une manifestation organisée ce dimanche en Belgique par un groupuscule d'extrême droite, a été interdit in extremis par le maire d'Anderlecht, la commune de la banlieue de Bruxelles où il devait se tenir. Les organisateurs ont saisi le Conseil d'État pour faire annuler l'interdiction. Le comédien français Dieudonné devait y participer. 13h30, la police intervient et encercle les participants qui sont bien décidés à ne pas bouger. Ils attendent la décision du Conseil d'État auprès duquel un recours a été déposé contre la décision du bourgmestre. Hier soir, on s'est rendu compte qu'avec toute la circulation d'infos qu'il y a sur les réseaux sociaux, l'appel à participer à cette manifestation, l'appel à contre-manifester, des informations qui nous viennent de France, comme quoi un certain nombre de gens viendraient contre-manifester également, tout ça nous incite à la plus grande prudence. On vous interdit de vous exprimer non pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous pourriez dire, ce qui est quand même assez fortiche. Je crois que la Russie soviétique, finalement, ou finalement l'Allemagne de l'Est, n'avait pas fait tellement pire. Voilà.